Moumouche, le chat ogre. Voici les personnages. Aïcha, au milieu, les sœurs d'Aïcha, le père d'Aïcha, la belle-mère et Moumouche, le chat ogre. Il y avait une fois, dans un petit village de Kabylie, un pauvre veuf et ses 7 filles. Depuis que sa femme était morte, souvent il pensait « 7 enfants à élever, c'est une lourde tâche pour un homme seul. Et mes filles ont besoin d'une mère pour leur apprendre à tisser, à tenir le ménage, à faire la cuisine. » L'homme finit par se remarier. Et le soir de ses noces, il dit à ses filles « Voici l'épouse que j'ai choisie. Aimez-la et respectez-la comme une mère. » La jeune femme est belle et souriante, mais hélas, son cœur est sec et aride comme le désert. Le lendemain, au petit jour, le père s'en va au champ. Dès qu'il a quitté la maison, la femme se met à hurler. « Debout, paresseuse! Vous croyez que je vais vous nourrir à ne rien faire ?» Les 7 filles, couchées sur le sol en terre battue, se réveillent en sursaut. Elles replient vite leur couverture, tandis que la femme continue de hurler. « Yamina, va chercher du bois dans la forêt. Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu as peur d'y aller, seule à ton âge? Pas d'histoire, dépêche-toi. Et vous, Jamila et Zora, courez à la source et remplissez les jarres. Égare à vous si elles ne sont pas pleines ou si vous les cassez. » Elle se tourne vers les autres. « Qu'est-ce que vous attendez? Toi, prends ce balai et nettoie la maison. Toi, file au potager et arrache les mauvaises herbes. Et toi, là, va donner à manger aux poules. » Enfin, la marâtre se campe devant la petite Aïcha. « Quant à toi, pauvre sotte, retourne à ta place. Un mauvais esprit s'est sans doute emparé de ton âme et t'a rendue stupide et muette. » Aïcha est la plus jeune des filles. Elle a 7 ans à peine. Depuis l'arrivée de sa nouvelle mère, elle a changé. Toute la journée, elle reste assise au coin de la cheminée, à suivre les flammes des yeux. Fini les rires et les jeux d'autrefois. La maison est pleine de cris de rage et de tristesse. Rien ne peut satisfaire la marâtre. Elle trouve toujours quelque chose qui ne va pas. Le bois n'est pas assez sec, le linge n'est pas assez propre, les jarres ne sont pas assez pleines. Elle ne se calme qu'à la nuit tombée, lorsque le père rentre. Les filles se réfugient alors dans un coin de la pièce et chuchotent entre elles. Aïcha reste à sa place, près du feu. Elle semble ne rien voir, ne rien entendre. Mais en vérité, elle voit tout, elle entend tout. Pendant que le père mange, la marâtre se plaint. « Oh, comme je suis fatiguée, mes reins sont brisés. Tes filles ne m'aident pas, elles sont tellement paresseuses. Mais pour dévorer les provisions, ça, elles sont habiles. » Le père a les yeux à demi fermés de fatigue, mais il écoute et dit « Femme, n'as-tu pas pitié de mes pauvres orphelines? Elles sont toutes jeunes, il faut bien qu'elles mangent. » Rien n'y fait. La marâtre continue de se plaindre et elle recommence chaque soir, sans relâche. « Ah, tes filles sont des gouffres, elles nous mènent à la ruine. Et moi je n'ai rien, même pas une parure d'argent. » Un soir, cette méchante femme est plus hargneuse que jamais. Elle crie « Choisis, ou tu chasses tes filles, ou c'est moi qui pars. » Son mari ne répond pas. Alors elle se penche vers lui et se met à parler tout bas. La petite Aïcha, soudain inquiète, tend l'oreille. Le lendemain, quand les filles se réveillent, la maison est silencieuse. Le soleil est déjà haut. Ce matin-là, elles ont dormi autant qu'elles voulaient. Et imaginez leur surprise. La marâtre est là, assise, et elle leur sourit. « Avez-vous bien dormi? J'attendais votre réveil pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous êtes invités à une noce au village de votre mère. C'est votre père qui va vous accompagner. Je cours chez les voisins pour emprunter des vêtements de fête et des bijoux. Pendant ce temps, mettez de l'eau à chauffer pour votre toilette. » Les filles se regardent ahuries. Elles ne reconnaissent plus leur marâtre. « Elle s'est enfin adoucie, » dit l'aînée. « Elle ne nous grondera plus jamais comme avant. Et qu'elle est belle quand elle sourit, » dit une autre. « Au fond, elle n'est peut-être pas si méchante que ça. » Seule Aïcha ne dit rien. Elle se méfie. Elle se souvient de la conversation de la veille entre son père et la marâtre. Elle n'a entendu que quelques mots, mais il était question d'une certaine crevasse et d'une grande forêt. À son retour,
La marâtre baigne les filles. Elle les peigne, teint leurs cheveux avec du henné, ainsi que leurs mains et leurs pieds, car telle est la coutume. Le henné, c'est une plante qui colore en rouge la peau et les cheveux. À chacune d'elles, gentiment, elle fait un compliment de sa beauté. À Yamina, elle dit avec un sourire malicieux « Celui qui te verra en plein jour, rêvera de toi la nuit. » À Zora, elle murmure « Ta bouche est si petite qu'une pièce d'or la recouvrirait, et tes oreilles sont pareilles à des grains de maïs épanouis. » À Djamila, elle dit tendrement « Tes yeux sont comme l'olive mûre, et ton teint a l'éclat de la grenade. » La grenade, c'est un fruit plein de grains roses vifs. Enfin, elle les admire toutes les 7. « Comme vous êtes belles, lavées, parées, parfumées, vous ressemblez à des houris de paradis. » Les houris, ce sont de très belles jeunes filles. Elle prépare les provisions et les cadeaux, des galettes, des figues, des paniers pleins de beignets que l'on offre à l'occasion des mariages. Elle ajoute de l'huile, des œufs, des olives. On charge la mule, et au milieu des cris et des souhaits de bon voyage, le père et ses filles se mettent en route. À midi, ils s'arrêtent pour déjeuner et se reposer à l'ombre d'un olivier. Le soleil est encore chaud quand ils repartent. Les filles ne cessent pas d'interroger leur père. « Arriverons-nous bientôt ?»« Mais oui, bientôt, patientez. » Ils marchent, la lumière baisse, le ciel s'assombrit. Ils quittent la plaine et entrent dans une forêt. Maintenant, les fillettes se taisent. La forêt est de plus en plus épaisse. Enfin, le père s'arrête. Il n'y a plus de chemin, et devant les filles s'ouvre une grande crevasse. Le père déroule une corde qu'il accroche au bord de la crevasse en disant « Le village de votre père est en bas, tout au fond. Vous glisserez le long de cette corde, mais avant vous enlèverez vos habits pour ne pas les abîmer. Je vous rejoindrai après avec vos affaires. » 6 filles obéissent. L'une après l'autre, elles descendent au fond de la crevasse. Mais quand vient le tour d'Aïcha, la 7e, celle-ci dit à son père « Je n'ose pas me déshabiller devant toi, je t'en prie, ne me regarde pas. » Le père se retourne et Aïcha se déshabille vivement. Elle fait un paquet avec ses vêtements et ceux de ses sœurs, puis elle le lance au fond de la crevasse. Puis elle saisit un panier de provisions, glisse le long de la corde et la tire. Le père n'entend plus rien et il se retourne. Aïcha a disparu. Les vêtements aussi, et il manque un panier. L'homme fait rouler une grosse pierre pour boucher l'entrée de la crevasse. Il se dit « Ma femme va être furieuse. Je lui avais promis de ramener les habits et les paniers. Enfin, elle est débarrassée des filles et c'est ce qu'elle voulait. » Puis il s'en retourne chez lui, seul et la tête basse. Pendant ce temps, au fond de leur trou, les filles se serrent les unes contre les autres en sanglotant. Aïcha est la seule à ne pas pleurer. Elle dit « Notre père nous a abandonnés, mais nous avons des provisions pour quelques jours. Il faut manger et nous reposer. » Les filles sont un peu rassurées. Elles mangent et s'endorment aussitôt après. Pendant plusieurs jours, elles vivent ainsi en se nourrissant de figues et de beignets. Mais un matin, il ne reste plus rien dans le panier. Les filles affamées entourent Aïcha. « Débrouille-toi pour nous trouver à manger, sinon nous te mangerons. » Aïcha se met à creuser la terre et, oh miracle, elle trouve une fève, une seule petite fève qu'elle porte précieusement à ses sœurs. « Voilà pour notre dîner, une fève que nous allons partager. » Le lendemain, Aïcha creuse le sol au même endroit. Elle se dit « Hier, j'ai bien trouvé une fève. Pourquoi n'en trouverais-je pas une autre aujourd'hui ?» Elle creuse et trouve une deuxième fève. Les filles la partagent encore une fois en 7. Le surlendemain, Aïcha recommence. Elle creuse si profondément et si fort que ses ongles se cassent. Enfin, elle sent au bout de ses doigts une 3e fève. Elle l'arrache et que voit-elle ? Un trou de lumière. Aussitôt, Aïcha se sent pleine d'espoir et de courage. Elle élargit le trou. Elle regarde au travers et voit une grande pièce. Au milieu, un feu brûle et près du feu, un énorme chat veille. Tout à coup, Aïcha sursaute. En un bond, l'animal s'est dressé sur ses pattes. Il commence à grogner et à gronder avec une voix terrifiante. Je sens qu'on me regarde. Toi qui me guettes, sors de ton trou. L'énorme chat marche de long en large. Il va et vient, flairant et reniflant chaque chose. Ses yeux lancent des éclairs. Soudain, il s'immobilise, il saisit sa queue entre ses pattes et voilà qu'il se met à lui parler. « Toi qui traînes toujours derrière moi, toi qui vois ce que mes yeux ne voient pas, dis-moi qui me guette, qui m'épie. Ah, si j'attrape cette créature, elle connaîtra la colère de Moumouche, le chat ogre. » Aïcha, saisie de frayeur, recule. Et si jamais la queue répondait ?
Aïcha retourne près de ses sœurs, en pensant « La prochaine fois, j'essaierai d'être plus courageuse. Ce chat ogre est gros et gras, il doit y avoir de la nourriture chez lui. » Malgré sa peur, elle décide d'observer les allées et venues de Moumouche. Il part à l'aube et ne rentre qu'à la nuit tombée. Un matin, dès qu'il est parti, Aïcha se glisse dans sa demeure. Elle aperçoit une fève, elle la prend et se sauve. Le soir, un grondement terrible se fait entendre, la terre en tremble. Aïcha regarde par le trou. Moumouche est dans une colère épouvantable. Ses yeux flamboient, ses longs poils se hérissent. Il ouvre sa gueule et montre ses crocs acérés. Il sort ses griffes. Puis, fou de rage, il se tourne vers sa queue et la saisit entre ses pattes. « Que de malheur, méchante queue! Dis-moi qui a osé entrer dans ma demeure? Qui a osé voler la fève que j'avais gardée pour mon dîner ?» La queue ne dit rien. « Parle, ou je te brûle avec ce tisonnier chauffé à blanc !» La queue reste silencieuse. Moumouche la lâche et elle retombe doucement, indifférente à tout. En voyant ça, Aïcha se dit « Je n'ai plus peur de cet ogre stupide qui parle à sa queue, comme si elle pouvait répondre. Demain, je retournerai chez lui et je visiterai toute sa maison. » Et le lendemain, Aïcha fait ce qu'elle a décidé. Elle entre dans une première chambre. Elle trouve des sacs pleins de blé, d'orge et de maïs. Aïcha plonge ses mains dans les sacs, elle laisse couler les grains dorés entre ses doigts. Elle ne se lasse pas de ce jeu. Dans la deuxième chambre, elle trouve des paniers qui regorgent de fruits secs, des dattes, des figues, des abricots. Aïcha soulève le couvercle d'une jarre. Elle est pleine d'une huile épaisse et parfumée. Dans la troisième chambre, des coffrets à bijoux, des tapis, des couvertures s'entassent pêle-mêle. Aïcha ne jette qu'un rapide coup d'œil. Elle se dit à elle-même « Aïcha, ne perds pas la tête devant toutes ces richesses. Ne te laisse pas surprendre par le retour de Moumouche. » Ce jour-là, elle se contente de voler un peu de farine d'orge, un peu d'huile et un peu de sucre roux pour faire une bouillie. Elle prend aussi quelques figues. Le soir, pendant que ses sœurs se régalent, elle guette le retour de Moumouche, en rêvant. Ah, si toutes ces richesses nous appartenaient, nous serions si heureuses. Je n'aurais plus besoin de me démener pour trouver à manger. Quand Moumouche rentre chez lui, sa colère est épouvantable. Aïcha le regarde par le petit trou et sourit. De jour en jour, elle s'enhardit. Elle rapporte à chaque fois plus de nourriture et de jour en jour, la colère de Moumouche grandit. Mais les sœurs d'Aïcha commencent à en avoir assez de manger toujours de la bouillie. Et un beau matin, elles se fâchent. « Débrouille-toi, Aïcha, pour nous apporter des plats cuisinés et des fruits frais, sinon nous te mangerons. » Le lendemain matin, Aïcha colle son œil au trou. Elle se dit « Si Moumouche sort de sa maison, c'est qu'il doit y avoir une porte. » Au bout d'un moment, elle voit le chat ogre qui s'approche d'un mur et qui dit « Parisem, notre père, porte, ouvre-toi !» Moumouche se glisse dehors dans la lumière et Aïcha entend « Parisem, notre père, porte, ferme-toi !» La porte se referme. Aïcha attend un peu, puis à son tour, elle se dirige vers le mur. Elle répète la formule « Parisem, notre père, porte, ouvre-toi !» Et le mur s'ouvre encore une fois. Un flot de lumière inonde la pièce. Éblouie, Aïcha ne voit rien du tout d'abord. Puis elle n'en croit pas ses yeux. « Oh, un verger, c'est un verger! Des poires, des pommes, des pêches, et là des figues. C'est un verger magique, les fruits de toutes les saisons y mûrissent en même temps. » Elle va d'arbre en arbre, elle se régale de fruits, elle remplit tout un panier. Puis elle rentre vite dans la demeure de Moumouche. Là, elle se met à cuire quelques crêpes, et ensuite elle rejoint ses sœurs. Le lendemain, elle ose même préparer un plat de couscous. Pour les filles, ce jour-là est un jour de fête. Elles mangent en riant, en dansant. Mais le soir, Aïcha entend Moumouche qui rentre. Elle court le regarder par le trou. Le chat ogre hume l'air. Je sens une odeur que je ne connais pas. Il renifle et furette dans tous les coins. Ses yeux luisent comme des charbons ardents. Sa colère gronde. Il marche sur sa queue par mégarde. « Ah, que misérable! Tu veux me faire trébucher !» Il la saisit entre ses pattes et pan, pan, il la frappe sur le sol sauvagement en criant « Est-ce que par hasard tu te moquerais de moi? Tu sais qui brûle mon bois, tu sais qui pille mes provisions, et tu ne me dis rien, traîtresse, mais tu vas parler foi de Moumouche !»
Écumant de rage, il piétine sa queue, il en arrache les poils, il la mord de toutes ses forces en hurlant « Si tu continues à te taire, je vais pisser sur le feu pour l'éteindre et tu crèveras de froid !» La queue ne dit rien, bien sûr, et Moumouche éclate d'un rire effrayant. « Ne te réjouis pas trop vite, ce n'est pas de froid que tu crèveras aujourd'hui, c'est de chaud. » Le chat-ogre est vraiment devenu fou, son corps énorme fait des bonds formidables. Il approche des flammes, sa belle queue cerclée d'anneaux roux. Il l'éloigne, il l'approche de nouveau, il recommence plusieurs fois, tout en ricanant. « Ah ah, que penses-tu de ça? Tu refuses encore de parler? Eh bien, fais comme tu veux. Moi, je vais poursuivre ce petit jeu aussi longtemps que tu te tairas. Rira bien qui rira le dernier. » Soudain, une flamme du foyer s'élève plus haut que toutes les autres. Moumouche n'a pas le temps de retirer sa queue. La flamme l'a touché. En un clin d'œil, tout le poil du chat prend feu et grésille. Moumouche comprend alors ce qui lui arrive. Il est horrifié, il gratte le sol désespérément. Il se démène tant qu'il peut. Il hurle, se tord, se roule par terre. Mais c'est trop tard. Bientôt, le silence revient dans la pièce. Moumouche, le terrifiant chat-ogre, est mort. Le lendemain, Aïcha, en entrant chez Moumouche, sent une odeur étrange. Ça sent le poil roussi. Sur le sol, elle découvre un tas d'os et de cendres. Elle enterre le chat, puis elle fait venir ses sœurs. Les filles courent de pièce en pièce en poussant des cris d'admiration. Oh, quelle merveille! Qu'y a-t-il dans ce coffre? Oh, c'est de la soie! Yasmine s'enveloppe dans une étoffe de soie rouge et or. Aïcha, regarde, est-ce que ça me va? Et tous ces sacs de blé, d'orge, de maïs, nous n'aurons plus jamais faim. Elle déroule les tapis, les couvertures de laine, ouvre les coffres à bijoux. Quand elles sont un peu calmées, Aïcha leur dit « Venez, vous n'avez pas encore tout vu ». Elle les entraîne vers le mur secret et elle prononce la formule magique. « Parisem, notre père, porte, ouvre-toi !» La porte pivote. Les filles clignent des yeux, elles s'avancent et découvrent le merveilleux verger. Elles hésitent un peu, puis elles bondissent comme des gazelles, elles se roulent dans l'herbe, font des culbutes, elles cueillent des fruits qu'elles mangent goulûment. Elles respirent le parfum des fleurs, rose et jasmin, qui se mêlent aux senteurs du basilic, de la menthe et du coriandre. Quelques jours après, les 7 filles s'en allèrent annoncer la mort du chat-ogre à travers tout le pays. Les habitants avaient fui leur village, terrorisés par le monstre. Ils remercièrent les filles et ils furent tous très heureux de pouvoir enfin rentrer chez eux. Aïcha et ses sœurs s'installèrent dans la demeure de Moumouche. Elles devinrent reines. Plus tard, elles épousèrent des princes et s'en allèrent une à une vers d'autres pays. Seule Aïcha resta dans le palais. Souvent, elle pensait à son enfance et son cœur avait beaucoup de peine. Un jour, alors qu'elle se promenait dans son verger, on vint lui annoncer un visiteur. C'était un vieillard presque aveugle, avec une longue barbe blanche. Il tenait à la main le bâton des pèlerins. Aïcha le reconnut immédiatement. C'était son père. Il la serra dans ses bras et lui dit « Pourquoi ai-je obéi à cette mauvaise femme que j'avais épousée? C'était une folie. Quand je vous ai abandonné, toi et tes sœurs, j'ai eu tant de remords que je suis partie sur les routes. Je vous croyais morte. Un soir où j'étais écrasée de fatigue et de tristesse, j'ai senti que ma vie s'en allait. Je priais Dieu de me pardonner quand un vieillard m'apparut. Il me dit « Homme, tes filles sont en vie et heureuses au pays de Moumouche, au-delà des montagnes. Ma fille, me pardonneras-tu » Aïcha pardonna à son père et fit venir ses sœurs. Il passa auprès d'elles le reste de ses jours et il mourut le cœur en paix.